Bonjour, Marie, salua Michael en posant légèrement sa main sur le dossier de la chaise. Son regard était fixé sur la brune en robe blanche assise à une petite table sur la pelouse, aux côtés d'un homme d'une cinquantaine d'années, impeccablement vêtu d'un costume marron. En entendant son nom, Marie tourna la tête et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Cela ne dura qu'une demi-seconde, mais elle reconnut instantanément le visage qu'elle avait autrefois si intimement connu. Les années l'avaient marqué, bien sûr. 11 ans s'étaient écoulés. Ses yeux étaient toujours du même gris acier, bien que ses tempes eussent commencé à blanchir et que sa ligne de cheveux se fût légèrement dégarnie. Il était élégant dans son costume noir. « Bonjour, Michael », répondit Marie, la voix presque dénuée d'émotion. Elle commença à éloigner sa chaise pliante blanche de la table pour se lever, mais Michael posa doucement sa main sur son épaule, lui signifiant qu'il n'était pas nécessaire. Marie lui fit face et comprit que Michael avait peut-être anticipé une étreinte, mais ce n'était pas ce qui l'intéressait à présent. Ils restèrent là, silencieux, à se regarder dans les yeux pendant environ 5 secondes. Puis Marie reporta son attention sur la pelouse, essayant de repérer sa fille dans sa magnifique robe blanche, mais ne la trouva nulle part. « Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés, » dit Michael, en contournant Marie et en tendant la main vers son compagnon. « Je suis Michael Nesmith, le père de la mariée. » L'homme se leva, serra la main tendue, en répétant le mouvement 3 fois. « Je sais. Je vous ai vu accompagner la mariée jusqu'à l'hôtel. »« Quel mariage fantastique vous avez organisé » commenta l'homme. « Je suis Kurt Esselbeck. Je suppose que vous connaissez ma femme. »« Oui, je connais votre femme, » reconnut Michael, d'un ton neutre. « Merci de nous avoir inclus, » dit Kurt. Le buffet est exceptionnel, et la cérémonie était à couper le souffle. Quand notre fille se mariera, j'aimerais beaucoup obtenir les coordonnées de votre organisateur d'événements, ajouta-t-il en souriant. Vous avez une fille, demanda Michael en tournant son regard vers Kurt. Où est-elle? Elle n'a pas pu venir. L'invitation était pour Marie et Anne, expliqua Kurt. De plus, aussi merveilleuse qu'elle soit, la petite Marie aurait trouvé cet événement terriblement ennuyeux. Nous aurions dû confisquer son téléphone, gloussa Kurt, en expliquant à Michael à quel point il était fier de sa fille chérie. Quel âge a-t-elle? Demanda Michael avec curiosité. Elle aura 11 ans dans 2 mois, répondit Kurt. Je vais devoir organiser quelque chose d'extraordinaire pour son anniversaire. Nous lui avons organisé une fête incroyable quand elle a eu 10 ans. Encore une fille, hein, Marie, remarqua Michael sans jeter un coup d'œil à la femme à qui il parlait. Encore une, répéta Kurt, quelque peu perplexe. Que faites-vous dans la vie, Kurt? Demanda Michael en se déplaçant de l'autre côté de la table et en tirant une chaise, ce qui servit de signal aux 2 hommes pour s'asseoir. Marie sentit son cœur couler comme du plomb dans sa poitrine. Je suis responsable des achats chez QMC Corporation. Je gère l'approvisionnement en métaux rares utilisés dans la production de smartphones, expliqua Kurt, ravi de parler de son travail. J'occupe ce poste depuis environ 6 ans. Oui, 6 ans. Mon travail m'oblige souvent à voyager à l'étranger, mais le salaire et les avantages sont exceptionnels. C'est impressionnant, Kurt, remarqua Michael. Avez-vous une carte de visite? Michael fouilla dans la poche de son costume, puis sortit son portefeuille. Kurt plongea la main dans la poche latérale de son pantalon, sortit son portefeuille, en retira une carte de visite et la tendit à Michael par-dessus la table. Michael l'échangea contre sa propre carte. East Alliance Shipping, hein, remarqua Kurt en examinant la carte de Michael. J'ai déjà utilisé vos services. Vous gérez très bien les matières dangereuses, et vos livraisons sont rapides. Quel est votre rôle là-bas? Demanda Kurt. Je suis responsable de la conformité, répondit Michael. Waouh, c'est vous. Quelle est l'étendue de votre flotte? Demanda Kurt. Plus de 3000 camions maintenant, dit Michael. Nous venons d'intégrer 200 autres transporteurs blindés à la division de la sécurité. Je gère actuellement l'allocation des fonds. Je n'arrive même pas à imaginer la logistique quotidienne que votre travail implique. Je m'occupe principalement de l'extraction et du transport outre-mer, surtout des tonnages en vrac, expliqua Kurt. Vous devez élaborer des stratégies similaires à celles des alliés pour le jour J. Oui, nous avons nos moments, concéda Michael. Nous venons d'obtenir un niveau d'habilitation plus élevé. J'espère que nous obtiendrons bientôt des contrats gouvernementaux intéressants. Des contrats gouvernementaux? Demanda Kurt avec curiosité. C'est là où il y a beaucoup d'argent à gagner.
Michael confirma d'un signe de tête. Vous touchez une part des bénéfices, demanda Kurt. 4%, répondit Michael. 4% de quoi? Dist Alliance Shipping, révéla Michael. Quand j'ai pris la responsabilité de la logistique et de la planification, j'ai reçu une augmentation substantielle et 1,5% du chiffre d'affaires annuel pendant 2 ans, les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration. Kurt siffla d'admiration. Pas étonnant que vous ayez réussi un tel coup, fit-il remarquer, en balayant du regard la réception de mariage somptueuse pour 400 invités sur une île au milieu d'un lac. C'est vraiment époustouflant. Michael accepta le compliment avec un signe de tête courtois. Je crois que je me suis contenté de régler la note, admit-il, en contemplant l'événement depuis sa place. Kim et la mère de son mari se sont occupés de la majeure partie de la planification. Mon rôle s'est résumé à balancer de l'argent jusqu'à ce que ça prenne forme, poursuivit Michael. J'avoue, j'avais des réserves concernant le lâcher de papillons. Rien que ça a coûté 15 000 $. Je n'ai jamais rien vu de pareil, commenta Kurt. Chaque invité a reçu un de ces contenants chinois à emporter avec un papillon vivant à l'intérieur. Au lieu de lancer du riz, il y a eu cette ascension à couper le souffle de couleur et de vie dans le ciel. C'était magnifique. Vraiment, acquiesça Michael. Je n'avais juste pas anticipé à quel point ça coûterait cher. Il semblerait qu'il existe un véritable métier appelé éleveur de papillons, et c'est tout ce qu'ils font, les garder pendant une semaine, surveiller leur éclosion et prendre soin des papillons. C'est un travail qui demande énormément de main-d'œuvre. C'était remarquable, nota Kurt. Combien de papillons ont été lâchés? Je n'en suis pas certain, admit Michael. La quantité a été estimée pour 500 invités. Je crois que Kim a invité toute sa promotion. Je l'ai peut-être un peu gâtée. Elle le mérite. Elle a traversé quelques épreuves. Michael jeta un coup d'œil à Marie. Quelle était sa spécialité, demanda Kurt. Elle ambitionne de devenir chirurgienne pédiatrique, l'informa Michael. Elle a un long chemin devant elle, mais elle est résolue. Si la chance lui sourit, sa jeune sœur, Marie, trouvera elle aussi sa voie vers le succès. Vous avez aussi une fille qui s'appelle Marie, remarqua Kurt, stupéfait. Incroyable. Quelles sont les chances? Ma femme s'appelle Marie, et nous avons également appelé notre fille ainsi en son honneur. Oui, ma petite Marie a été nommée d'après sa mère. Il y avait une intonation particulière dans la voix de Michael que Kurt remarqua. Elle a 17 ans maintenant. Elle est en bonne voie pour terminer le lycée en tête de sa classe. C'est extraordinaire. Kurt sourit chaleureusement à Michael. Vous devez être incroyablement fier. A-t-elle déjà choisi une université? Je suis fier, répondit Michael avec un léger sourire, le premier depuis qu'il s'était approché de la table il y a 11 ans. Marie a traversé des moments très difficiles. À 2 reprises, avant qu'elle n'ait 12 ans, elle a été dangereusement proche de ruiner sa vie. Elle était profondément déprimée. Va-t-elle mieux maintenant? Demanda Kurt. Marie regarda Michael avec une expression impénétrable. Sa poitrine se serra comme si elle avait soudainement oublié comment respirer. Je crois qu'elle va bien maintenant, affirma Michael en hochant la tête. Elle a suivi une thérapie intensive. Cela a pris du temps, et il y a eu un incident très, très grave. Mais finalement, elle a réussi à surmonter certaines choses. Une fois qu'elle l'a fait, elle a commencé à s'épanouir. Elle continue de s'épanouir. Michael se pencha en arrière dans sa chaise et prit une profonde inspiration. Il contemplait tout ce qui l'entourait, à l'exception de Marie. Marie a d'excellentes offres d'université. Nous avons encore plusieurs mois pour prendre une décision. Elle veut étudier l'ingénierie, déclara Michael. Une femme ingénieure, remarqua Kurt avec surprise. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les sciences physiques à l'époque. Pensez-vous qu'elle rencontrera des difficultés en raison des préjugés sexistes? Si c'est le cas, elle brisera tout ce qui se dressera sur son chemin, dit Michael avec fierté. Il y a toujours une étincelle en elle, mais maintenant elle sait comment la canaliser. Chaque fois qu'elle rencontrera un obstacle, je serai là. C'est merveilleux, dit Kurt avec un large sourire. Michael suscitait à la fois admiration et chaleur chez lui. On dirait que vous avez une famille extraordinaire. Presque, confessa Michael. Pourtant, je crois bien qu'on avait envisagé d'avoir un autre enfant, remarqua Kurt en adressant un sourire à Marie, qui restait silencieuse,
les yeux fixés sur sa petite assiette de nourriture à peine touchée. Mais notre chère Marie a eu une naissance difficile, et ma femme a beaucoup souffert. Michael esquissa un sourire courtois. Papa, te voilà, lança une voix de jeune femme. D'un petit groupe émergea la fille de Michael, la mariée, parée d'une robe de mariée fluide. Je te cherchais. Pourquoi n'es-tu pas assis à la table d'honneur? Michael se tourna sur sa chaise pour regarder sa fille aînée. Il avait prévu de régler ce problème avant que Kim et Marie ne remarquent ce qui se passait. Oh, excusez-moi. Bonjour. La voix de Kim s'éteignit lorsqu'elle remarqua avec qui son père conversait à la table. Il ne lui fallut que quelques instants pour identifier le visage. Marie jeta un coup d'œil à la mariée, une myriade d'émotions traversant ses traits. Sa respiration devint courte et superficielle, et ses yeux commencèrent à s'embuer. Michael se leva rapidement et se positionna entre Kim et Marie, obstruant la ligne de mire de Kim. Kim, non, murmura Michael avec insistance. Pas maintenant. Pas ici. Kim fixa Michael, ses yeux gris acier rencontrant les siens, la tempête à l'intérieur d'elle s'intensifiant. Kurt se leva et commença à faire le tour de la table, tendant la main vers la mariée. Bonjour, jeune femme. Je suis Kurt Esselbeck, et voici, comme vous l'avez deviné, mon épouse Marie. Nous sommes ravis d'être présents en ce jour si spécial. Kim se tenait là, raide, la tension s'évacuant progressivement de son corps. Elle jeta un coup d'œil entre Kurt, qui sentait que quelque chose n'allait pas, et le visage de son père. Quoi, murmura Kim. Kim, vas-y, ordonna Michael, le cœur lourd pour sa fille. Il s'efforçait de maîtriser la situation, pour son bien et celui de sa fille. Encore un peu et il craignait de perdre cette maîtrise. Je vais gérer ça. Je clarifierai les choses plus tard. Kim regarda Kurt, dont la perplexité grandissait à chaque seconde, puis s'écarta et jeta un coup d'œil à Marie. Des torrents de larmes coulaient sur les joues de Marie, et elle semblait se recroqueviller davantage sur sa chaise. Va-t'en, Kimi. La voix de Michael se fit plus forte, tout en restant douce. Tu dois partir. Va retrouver tes amis. Va voir ta sœur tout de suite. Kim entendit les instructions discrètes de son père, qui percèrent la vague de douleur qu'elle ressentait. D'accord, Kimi, dit doucement Michael alors que sa fille rayonnante commençait à se détourner. Ne dis rien à Marie et éloigne-la. Kim s'arrêta et hésita brièvement, reconnaissant la sagesse des paroles de son père. Elle acquiesça et essuya le dessous de chaque œil, s'efforçant d'empêcher ses larmes de ruiner son maquillage. Puis elle se tourna et s'éloigna, la foule s'écartant silencieusement pour la laisser passer. Que s'est-il passé? Demanda Kurt, son regard se détournant de sa fille qui s'éloignait alors que Michael reprenait ses esprits. Il prit une profonde inspiration stabilisatrice. Je suis désolé pour ça, répondit Michael en se retournant vers Kurt. J'ai bien peur de devoir retourner à mes responsabilités de père de la mariée. Mais que s'est-il passé? Kurt regarda de Michael à Marie, perplexe et luttant pour comprendre ce qui s'était passé. Il s'agenouilla à côté de sa femme en pleurs et la serra dans ses bras. Elle se blottit contre lui et se mit à pleurer doucement contre son épaule. Michael se déplaça de l'autre côté de la table et fixa son regard sur Marie. Je soupçonne que Marie a rappelé à Kim quelqu'un qu'elle a connu autrefois, bien qu'elles se connaissent, suggéra Kurt. Kim a envoyé l'invitation à Marie. Comment Marie pourrait-elle rappeler quelqu'un comme ça à Kim? Marie émit un faible gémissement contre la poitrine de Kurt. Kurt, je suis désolé de demander, mais... Michael hésita. Il n'avait pas l'intention de dire quoi que ce soit, mais avec le peu qu'il comprenait sur le moment où tout s'était passé, sa curiosité et son irritation l'obligèrent à s'enquérir. Votre fille a-t-elle les yeux couleur gris acier? Quoi? Répondit Kurt, légèrement irrité par la question. Quel est le rapport avec tout ça? Non, murmura doucement Marie, se blottissant encore plus dans l'étreinte protectrice de son mari. Chérie, demanda Kurt, sa perplexité s'intensifiant. Des yeux bleus, demanda Michael, son ton étant stable mais teinté d'une gravité sous-jacente. Oui, exactement, répondit sèchement Kurt. Que se passe-t-il ici? Les spectateurs avaient commencé à créer de l'espace, laissant la place au drame qui se déroulait. Kurt, je vous respecte, confessa Michael. Je crois sincèrement que vous êtes une bonne personne. J'ai besoin de votre numéro de téléphone portable. Il y a une explication que je dois vous donner. Il sortit son téléphone de la poche intérieure de sa veste de costume.
Quoi, dit Kurt, serrant Marie plus fort alors qu'elle sanglotait ouvertement. Quel est votre numéro, répéta Michael. Très bien. Kurt répondit presque en sifflant. 555, 555. 555, Michael saisit les chiffres dans une nouvelle entrée de contact qu'il créait sur son appareil. Chérie, de quoi s'agit-il, demanda Kurt tendrement à Marie. Que se passe-t-il? Voudrais-tu qu'on parte? Kurt, je suis en train de vous envoyer quelques photos de mes filles quand elles avaient environ 10 et 11 ans, et quelques autres images également, déclara Michael, terminant la création d'un contact intitulé Kurt Esselbeck dans son téléphone. Oh non, gémit Marie, pressant ses poings contre ses tempes et se penchant lourdement sur son mari. Il y aura aussi des photos incluant leur mère et moi, continua Michael, ouvrant la galerie de photos et commençant sa sélection. Il faudra que tu les examines plus tard. Quelle absurdité est-ce là, aboya Kurt. Qu'est-ce que vous faites à ma femme? Michael arrêta de faire défiler les photos et regarda directement Kurt. Ce que je fais à votre. Oui, grogna Kurt. Michael reporta son attention sur Marie. Si frêle, si délicate, s'accrochant à l'homme qu'il soupçonnait maintenant de la tromper depuis des années. Kurt, Marie n'était pas incluse sur les invitations de mariage, déclara Michael. Quoi? L'expression de Kurt exprimait le choc. Bien sûr qu'elle l'était. Comment sommes-nous arrivés ici? Je ne suis pas sûr. Mais avez-vous vraiment déjà vu les invitations vous-même? Elles étaient blanches, en relief, et mesuraient environ 6 pouces sur 9, certainement pas modestes. Les traits de Kurt se contractèrent légèrement alors qu'il reconnaissait qu'il n'avait jamais vraiment vu la carte. Arrête. Murmura faiblement Marie. Il y a une dizaine d'années, mes filles ont subi le traumatisme de voir leur mère quitter leur vie, raconta Michael. Ou plutôt, il narra. Son ton resta stable, délibéré. Elle a laissé une note expliquant quelle était l'as de notre routine, l'as de la situation dans laquelle nous étions coincés depuis des années. Kurt se contenta de fixer Michael, toujours à genoux, sa colère s'apaisant. Elle critiquait tout, se lamentant de la difficulté de tout ça, continua Michael. Nous vivions dans un appartement exigu. Kim avait 12 ans, Marie en avait 6. C'était une période extrêmement difficile pour elle. Je ne gagnais pas assez d'argent. Je n'avais pas encore été promu directeur régional. Michael fit une pause, inspira profondément et se calma. Par la suite, nous avons découvert qu'elle était enceinte de près de 2 mois de notre 3e enfant, révéla-t-il, le regard perdu dans le vide. Alors peut-être avait-elle atteint ses limites, continua Michael, reprenant le défilement des photos. Je ne sais vraiment pas. Je possède une simple note d'elle, laissée sur la table la dernière fois qu'elle est sortie. Michael sélectionna quelques images supplémentaires et les ajouta à la collection. Je les cherchais. J'ai téléphoné et envoyé des emails, raconta Michael alors qu'il finalisait sa sélection. Rien. Kurt sentit sa femme frissonner dans ses bras, mais ses yeux restèrent fixés sur Michael. Malgré le ton calme de Michael, la tristesse résonnait dans sa voix. Les filles n'ont pas bien vécu ça, admit Michael. Et moi non plus. Michael transmit les photos sur le téléphone de Kurt. Finalement, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai commencé à gagner un salaire qui nous a permis de vivre confortablement. Nous avons cultivé de nombreuses amitiés, notamment une assistante sociale qui a facilité le parcours thérapeutique de Marie. Financièrement, les choses se sont améliorées. Mais les filles, elles continuent d'avoir du mal à comprendre pourquoi leur mère les a abandonnées. Le téléphone de Kurt sonna, signalant la réception d'un message. Je dois partir maintenant, mais avant cela, je souhaite vous dire 2 choses, déclara Michael, en jetant un coup d'œil vers la table principale. Premièrement, je suis profondément désolé. Je n'avais jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Je ne sais pas comment aborder ça, et peut-être que j'ai tout géré de travers, mais s'il vous plaît, comprenez, je le regrette profondément. Kurt fronça les sourcils, visiblement perplexe. De plus, tous les membres de ma lignée ont les yeux gris. Il semble que ce trait soit génétiquement dominant. L'expression de Kurt s'adoucit, et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Michael regarda Kurt, et une pointe de compassion traversa ses traits. Je suis vraiment désolé, répéta Michael avant de pivoter et de se diriger vers la table d'honneur. Kurt serra tendrement sa femme contre lui, contemplant la femme qu'il avait épousée 11 ans auparavant. Marie leva les yeux vers lui, sa vision brouillée par les larmes,
ses sanglots résonnant à plusieurs reprises. Je suis tellement désolé. Margie Woolcroft était assise sur le bord du lit, enveloppée d'un sentiment d'engourdissement émotionnel. Pas d'engourdissement physique, bien sûr elle était reliée à une perfusion intraveineuse administrant des médicaments pour soulager sa douleur mais plutôt un vide profond dans ses émotions. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait éprouver des sentiments aussi intenses pour qui que ce soit. Ce n'était pas une simple émotion linéaire. C'était une tempête, un maelstrom de sensations contradictoires. Des moments de pitié l'envahissaient, puis le regret faisait surface. La colère suivait, puis le soulagement. Il y avait aussi de la confusion. Ses émotions fluctuaient en fonction du cours de sa pensée. Mais aujourd'hui, pour exécuter ce qu'elle venait de faire, elle avait dû se détacher de tout cela. Elle se blâmait pour cette fermeture émotionnelle, malgré ses intentions bienveillantes. La culpabilité imprégnait son cœur, et faire face à la situation devint une entreprise ardue. Elle abritait un terrible secret et des événements qui avaient tout déclenché. Cela impliquait quelqu'un et quelque chose sur lesquels elle n'avait pas agi. Pourtant, tout ce qu'elle ressentait maintenant, c'était une profonde humiliation. Je déposerai le reste dans les prochains jours, dit la jeune et jolie avocate, en glissant l'enveloppe de documents que Margie venait de signer dans sa mallette. Le notaire était parti, mais avec ceci, votre testament est officiellement établi, ajouta l'avocate. Margie fit un signe de tête à l'avocate blonde. Le concept d'une femme avocate lui semblait encore un peu étrange, même après des années passées à regarder des séries comme Astérisque la loi de Los Angeles Astérisque et Astérisque Boston Justice Astérisque religieusement. Elle avait été fascinée par ces portraits, particulièrement maintenant, observant une femme s'occupant de clients hospitalisés. Peut-être que William Shakespeare n'avait pas tout à fait raison après tout. Merci, dit Margie. J'apprécie votre aide. Je n'étais pas sûr de savoir comment développer tout ça. C'est tout à fait normal, madame, répondit l'avocate avec un sourire, se levant et ajustant sa tenue. Le jargon juridique finit par prendre sens pour tout le monde, c'est pour ça que l'école de droit est nécessaire. Merci, répéta Margie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, dit l'avocate, tapotant légèrement la jambe de Margie à travers la couverture. J'espère que cela vous apportera un certain réconfort. Margie se contenta de grimacer en réponse. Je reviendrai dans quelques semaines, d'accord, demanda l'avocate. Merci, acquiesça Margie. Prévenez l'infirmière quand vous m'attendez. J'essaierai de ne pas être trop médicamentée. Je n'aime pas comment mon esprit fonctionne sous ces substances. Margie fit un geste vers le réseau de tubes et de tuyaux reliés à son corps. Je ferai de mon mieux. Bonne journée. Sur ces mots, l'avocate partit, se dirigeant vers un autre patient dans l'unité de soins de longue durée. Margie regarda la porte se refermer derrière elle. Au fond d'elle, la douleur revenait à la surface, une douleur sourde et implacable, accompagnée d'une grande fatigue. Sa dose d'antalgique avait été légèrement réduite pour qu'elle puisse parler clairement avec l'avocate. Elle tendit le bras et appuya sur le bouton sur le côté du lit. « Oui, puis-je vous aider ?» demanda une petite voix à travers l'interphone fixé au lit. « J'ai besoin de m'asseoir dans un fauteuil. J'aimerais un peu de soleil. » « Nous allons envoyer quelqu'un dès que possible, » répondit la voix, suivie du bruit de la ligne qui se coupait. Margie avait terriblement envie d'une cigarette. Après avoir rassuré l'aide-soignant, aimable mais désintéressée, qu'elle se débrouillerait, elle céda à son vice. Elle n'était pas encore faible, et la douleur restait supportable. Il s'était probablement éclipsé, sans doute absorbé par son téléphone ou à la recherche d'une collation, supposa-t-elle. Elle en était presque à la moitié du paquet que son amie Cynthia lui avait fait passer en douce. Elle avait fermement déclaré qu'elle n'accepterait plus rien de sainte. Absolument pas ironiquement, elle avait eu envie d'une cigarette depuis que son mari l'avait forcée à arrêter en 1993, mais elle n'avait jamais osé reprendre, pas même après son décès, il y a 5 ans. Quand on se bat contre un cancer de l'estomac de stade 3 et que la menace imminente d'un stade 4 est quasiment inévitable, on cesse de se soucier des dommages supplémentaires qui pourraient être causés à ses poumons. De temps en temps, si le bon aide-soignant était de service, elle s'arrangeait pour s'asseoir dehors, laissant la brise emporter l'odeur révélatrice de la fumée, tout en savourant une cigarette. L'aide-soignant était au courant, mais tant qu'il ne la voyait pas, il pensait qu'il n'y aurait pas de mal. Margie soupçonnait que son séjour là-bas ne durerait plus très longtemps, mais jusque-là, si elle avait envie d'une cigarette, elle avait l'intention d'en fumer une. Depuis une demi-heure, Margie était assise, réfléchissant au fait que ce qu'elle prévoyait lui semblait être un effort futile.
Elle en était consciente, mais elle se sentait toujours obligée de riposter d'une manière ou d'une autre. Elle ne parvenait pas tout à fait à l'exprimer ou peut-être était-ce simplement l'envie de clamer sa souffrance à voix haute mais au cours des 20 dernières minutes, elle avait décidé de passer cet appel, advienne que pourra. Sa main se dirigea vers son sac à main, et elle remarqua que ses doigts tremblaient à nouveau. Avec détermination, elle plissa les yeux. Elle fouilla dans son grand sac en toile, celui qui contenait tout ce dont elle pourrait avoir besoin pour une courte promenade. Après avoir passé en revue des serviettes, un petit parapluie, 2 petits porte-monnaies, un collier pour chien, des romans de poche et un paquet de bonbons durs sans sucre, elle trouva, bien sûr, son téléphone tout au fond. Elle hésita un instant, observant son doigt trembler au-dessus de l'écran, puis elle accéda au contact et appuya sur le bouton d'appel. Alors que le téléphone sonnait, elle se prépara et regretta de ne pas avoir opté pour une 3e cigarette. « Allô » fit une voix à l'autre bout du fil. La voix de sa fille unique. « Salut, Marie » répondit Margie, se retenant de déchaîner la tirade qu'elle avait préparée mentalement. « Maman, salut » répondit Marie, mais avec peu d'enthousiasme. En fait, Margie trouva que son ton était plutôt éteint. « Comment vas-tu aujourd'hui » demanda Margie. « Oh, j'ai des bons et des mauvais moments » répondit Margie. « J'avais quelques affaires à régler et je voulais te parler puisque tu n'es pas venue ou n'as pas appelé. »« Maman, je suis vraiment désolée » implora Marie, la culpabilité transparaissant dans sa voix. « Ma vie est juste un chaos en ce moment. »« Je n'en doute pas » dit Margie après une pause. Grâce à Kimi et Junior, elle avait une idée précise de la situation. « J'essaierai de venir bientôt, d'accord » répondit Marie. « J'ai vraiment besoin de te parler. »« Oh, tu devrais très certainement » déclara Margie avec conviction. Il y eut une pause du côté de Marie. « D'abord, j'ai besoin de te demander quelque chose, Marie, et ensuite j'ai une affaire à te confier, » dit Margie, se penchant en avant. « Peux-tu être patiente avec ta mère ?» Ce n'était pas vraiment une question. « Oui » répondit sa fille. « Pourquoi » demanda Margie, son ton n'étant pas celui d'une question. Elle voulait simplement entendre la justification une fois de plus. Chaque fois qu'elle le faisait, cela attisait sa colère, mais c'était précisément ce qu'elle recherchait. Une fois de plus. La dernière fois. Elle avait besoin de cette colère pour surmonter cela. Pourquoi ? Quoi ? Éluda Marie. Ne. Murmura Margie, rassemblant chaque once de force que sa colère lui fournissait. Ne joue pas à ça avec moi. Pas avec moi. N'ose pas, très bien, soupira Marie, se résignant à affronter une fois de plus la colère de sa mère. Elle devait le supporter. Elle avait besoin de l'aide de Margie, et bientôt. Je suppose que j'étais juste fatiguée, commença Marie. Les enfants étaient accablants. Kimi est presque adolescente, et elle a des plaintes sans fin. Elle remet tout en question et répond constamment. Petite Marie est une vraie pile électrique, et j'étais épuisé de devoir constamment ranger derrière elle. Michael n'était pas aussi présent que j'en avais besoin, et quand il l'était, il avait toujours un verre à la main. Margie tenait le téléphone près de son oreille, écoutant attentivement. Je ne voulais rien déclencher. Vraiment pas, précisa Marie. Les seuls moments de répit que j'avais, c'était 2 fois par semaine quand j'allais faire les courses et un peu de shopping. C'était agréable de quitter l'appartement et de ne pas être maman pendant quelques heures. Je me souviens, ajouta Margie. J'ai rencontré Kurt à l'épicerie. J'étais passé en allant au marché, expliqua Marie. Une fois de plus, elle avait l'impression de devoir constamment se justifier sur ce point précis auprès de sa mère. Il a cru que j'étais une employée et a essayé de me tendre sa liste de courses. En racontant cela, Margie pouvait sentir la chaleur dans la voix de Marie, qui se remémorait ce souvenir. Il était différent de Michael, continua Marie. Kurt dégageait une énergie positive et avait une personnalité magnétique. Il avait cette façon d'attirer les gens. Il était incroyablement charismatique. Margie prit note de son lien avec Washington. Il occupait le poste de vice-président adjoint chez QMEC. Il voyageait énormément et travaillait avec des gens dans tout le Moyen-Orient, expliqua Marie. Il était vraiment différent de Michael. Michael n'était qu'un chauffeur routier, tu comprends. C'est ça la différence, pensa Margie. Michael partait pour 14 heures par jour, dormait 6 heures, et quand il était à la maison et éveillé, il avait toujours une bière à la main. Il adorait les filles et aidait Kimi avec ses devoirs, un domaine où je n'étais pas doué.
Margie se souvenait que Marie avait été une élève moyenne pendant ses années d'école. Mais il n'avait jamais de temps pour moi, déplora Marie. J'en avais ras le bol de cette vie. Margie entendit Marie expirer. Je comptais reprendre le travail, mentionna Marie. Junior devait commencer à rester plus longtemps à l'école, et je voulais sortir de la maison. N'importe quoi. Je passais beaucoup trop de temps dans cet espace confiné avec des enfants qui hurlaient, leur musique et l'insolence de Kimi. Et Margie fit abstraction de ce passage. Elle le connaissait déjà par cœur. Mais Kurt. Kurt était différent. Radieux, joyeux, conclut Marie. Il m'apportait de la joie, et j'avais vraiment besoin de ce bonheur. Mais tu ne l'as pas informé, rétorqua Margie, énonçant un fait qu'elle connaissait déjà. Non, répondit Marie, baissant le ton. J'ai laissé Kurt croire que j'étais une serveuse au chômage. Il n'a jamais remarqué mon alliance. La première fois, je portais des moufles. À partir de ce moment-là, je l'ai enlevé. Sur ce, les yeux de Margie se plissèrent. Je n'avais pas l'intention de coucher avec lui, affirma Marie. Il était juste si gentil. Il ne me mettait jamais la pression, ne me dictait jamais ce que je devais faire. Je n'avais pas à aller chercher les enfants, à les conduire partout ou à ranger derrière eux. Kurt était différent, vraiment. Il était exactement ce dont j'avais besoin. Margie écoutait attentivement quand je lui faisais part de mes intentions. Kurt m'attendait à ce café. Il m'attendait. C'était un homme influent avec de l'argent, quelqu'un qui aurait pu choisir n'importe qui, et pourtant il m'attendait, expliqua Marie. Si je disais que je serais à la charcuterie le jeudi vers 14 h, il était là, si je disais que je viendrais à 3 h du matin un dimanche, il était là pour moi. Pour moi. Je le sais. Ce genre d'attention a un effet sur une personne, continua Marie, se calmant. J'avais besoin de cette attention. Pas en tant que maman. Pas en tant que Marie la conductrice routière, la femme de Michael. Pas en tant que la femme qui va chercher son enfant à l'école. Juste moi, Marie. Marie fit une pause, et Margie sentit qu'elle reprenait ses esprits. La première fois qu'on a eu des relations sexuelles, Kurt a simplement fait une suggestion. Tu veux venir chez moi pour un dessert ? Remarqua Marie, exprimant d'une certaine manière à la fois du regret et de la légèreté. Margie n'arrivait pas à comprendre comment Marie pouvait faire ça. Après, tout s'est enchaîné. Margie était au courant de la façon dont cela s'était déroulé. Son propre mari avait été charmant, ou du moins de son point de vue, la perception du charme de Marie était légèrement différente. Et Kurt n'a toujours pas compris que tu étais marié. Demanda Margie, sa voix tremblant d'indignation. Non, avoua Marie. Je te l'ai dit. Kurt n'avait aucune idée que j'étais marié. J'utilisais mon nom de jeune fille, Woolcroft. Margie le savait déjà, mais cela la mettait toujours hors d'elle chaque fois qu'elle s'en souvenait. Pour elle, c'était une tromperie pure et simple. Marie avait honte, alors elle a caché sa véritable identité. Margie ne pourrait jamais comprendre comment quelqu'un pouvait avoir honte d'être une mère, d'être mariée à un homme qui faisait de son mieux. Tu as couché combien de fois avec Kurt ? Demanda Margie. Après cette première fois ? Interrogea Marie. Margie resta silencieuse, attendant la réponse qui allait suivre. Il s'est passé environ 2 semaines après la première fois avant que je couche à nouveau avec lui. Nous le voulions tous les deux vraiment. J'ai un peu joué la difficile. Je me sentais coupable. Pas assez coupable, pensa Margie. 2 semaines se sont écoulées. Marie soupira. Puis on a attendu une autre semaine. Margie resta silencieuse après la 2e fois. Après ça, c'est devenu une habitude, continua Marie. On a simplement commencé à se voir chez lui, dans son appartement. Il t'arrivait de disparaître de temps en temps pendant quelques heures en semaine. Margie cherchait une confirmation. Surtout. Marie répondait généralement de cette façon, environ 2 fois par semaine, parfois 3. Parfois pas du tout. Continue, insista Margie. C'est à peu près tout, affirma Marie. Non, ce n'est pas toute l'histoire, répondit Margie, s'efforçant de réprimer son irritation. La plupart du temps, elle y parvenait. Comment ça a commencé ? J'ai eu un retard de règles. Marie redoutait de l'admettre une fois de plus. Ça faisait 5 semaines, puis 6. Parfois, mon cycle est imprévisible, alors Margie a attendu. Mais à cette semaine,
j'ai acheté un test de grossesse, expliqua Marie. Il est revenu positif. Tous les tests sont revenus positifs. Marie a fait 4 tests sur une période de 2 jours. Je ne savais pas qui était le père, avoua Marie. Ne pas savoir a ajouté au stress familial. C'est certain. J'avais peur. Je ne savais pas quoi faire. Il m'a fallu quelques jours pour trouver le courage d'annoncer à Michael que j'étais de nouveau enceinte. Je n'ai pas révélé que ça pouvait être de Kurt. Je me souviens de ça, dit Margie. De cette discussion. Elle détecta la mélancolie dans le ton de Marie. Il est resté silencieux, et j'ai compris qu'il envisageait la pression financière d'un autre enfant. Il essayait de calculer comment s'en sortir, étant donné que nous étions déjà submergés par les factures médicales et les frais de garde. Tout ce qu'il a dit, c'est « Je t'aime, ma chérie. On va s'en sortir. » Qu'est-ce que tu en penses? Encore une fille ou un garçon? Margie comprit. Elle réalisa aussi que cacher à son époux la possibilité que l'enfant ne soit pas de lui, ce n'était pas pour les âmes sensibles. Pourtant, Marie avait réussi à le cacher à Michael. « Quand as-tu décidé de partir ?» demanda Margie. « Je ne crois pas avoir jamais vraiment décidé. J'ai juste agi. » Margie attendit une fois de plus. Marie devait l'exprimer. Kurt retournait au Moyen-Orient, commença Marie. Il avait mentionné que ça allait arriver, sa mission de 6 mois touchait à sa fin et son patron avait besoin de lui. Kurt parle 4 langues, tu sais. Margie n'était pas impressionnée, même s'il communiquait en martien. Puis Kurt m'a soudainement demandé, tu veux venir avec moi? Il partait pour le Koweït. Marie remarqua que son passeport était encore valide depuis son voyage au Canada. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé après qu'il ait posé la question. J'ai réalisé que je pouvais y aller. Margie serra la mâchoire. Il n'y avait pas une seule pensée pour les filles restées à la maison. Je jure que je n'ai pas réfléchi, assura Marie, le remords dans sa voix étant évident. Je sais à quel point c'était mal. Plus tard, le même jour, j'ai pleinement réalisé à quel point c'était mal. Je le savais. Je le sais. Et pourtant, tu as continué à avancer sans hésitation, songea Margie. J'ai dit oui. Le ton de Marie gagna en résolution. J'ai dit oui, je me suis levé de son lit et je lui ai dit que je reviendrais et que nous pourrions partir. Je sais à quel point ça sonne ignoble, admit Marie. Mais je n'analysais vraiment pas la situation à fond. C'était tout ce que je désirais. Je voulais échapper à cette existence étriquée et suffocante. Être piégé dans cet appartement, à répéter sans cesse ces tâches ennuyeuses alors que Michael ne se montrait que tôt le matin et tard le soir. C'était comme un moyen d'échapper. Le silence persista. Et Margie attendit. Et je n'aurais pas eu à révéler le bébé qui grandissait en moi. Marie exprima cela avec un ton inhabituel dans sa voix. Je supposais que je pourrais d'une manière ou d'une autre persuader Kurt de l'adopter, de revendiquer l'enfant comme le sien. Même si ce n'était pas le cas. Je croyais que ça pouvait marcher. Michael et moi. J'étais constamment épuisé en présence de Michael. On ne. Margie resta silencieuse. Quoi qu'il en soit, je suis retourné à l'appartement. L'appartement de Michael. Je ne m'en étais pas rendu compte à ce moment-là. Je n'arrêtais pas d'essayer de trouver une stratégie. Comment informer Michael et les filles? Je n'arrêtais pas de faire les 100 pas, cherchant une solution. Je n'étais même pas encore parti, mais je ressentais déjà une culpabilité écrasante. Pas assez pourtant pour mettre fin à cette liaison, songea Margie. Mes jambes m'ont juste dirigé vers l'appartement. Dès que je suis arrivé, je me suis complètement arrêté. Marie trouva cette partie plus facile à articuler. L'instant où j'ai franchi la porte et observé cet espace confiné, j'ai réfléchi à ce qu'il fallait faire, peut-être pendant quelques secondes. Et tout ce qui m'avait troublé pendant le trajet là-bas est devenu parfaitement clair. Je n'avais besoin de rien. Kurt avait dit qu'il achèterait tout ce dont j'avais besoin. Il était conscient de ma pauvreté et de mon manque de ressources. Cependant, je ne lui ai jamais révélé que je possédais déjà tout ce dont j'avais besoin. À l'intérieur de l'appartement de Michael, Kurt me percevait comme une serveuse insouciante sans attache. Je ne lui ai jamais dit le contraire. Je ne désirais rien de Michael, expliqua Marie. À cet instant, tout ce que je désirais, c'était la liberté. Kimi était à l'école et Junior était chez la voisine. Néanmoins, si je tardais trop,
la voisine viendrait probablement nous rendre visite. Elle semblait toujours sentir quand nous étions présents. Alors, j'ai rédigé un mot. Je ne me souviens plus de son contenu maintenant, avoua Marie. Je me souviens de ce que tu as écrit, intervint Margie. Je l'ai vu. Le silence enveloppa à nouveau la ligne. Marie peinait à formuler une réponse. Tu as écrit une lettre d'adieu à Michael et aux filles, expliquant que la vie était devenue trop accablante. Tu mentionnais être enceinte de 2 mois et que la situation était trop lourde à porter. Tu leur demandais de ne pas essayer de te retrouver. Margie a révélé cela à sa fille. C'est exact, confirma Marie. Margie retomba dans le silence. Elle comprenait que Marie allait poursuivre son récit. J'ai pris mon passeport, écrit la lettre, enlevé ma bague et je suis parti, continua Marie. J'ai jeté mon téléphone dans une bouche d'égout. J'ai eu l'impression d'avoir atteint la liberté. Margie fut à nouveau submergée par des émotions tumultueuses. Aucun de ses sentiments n'était positif, mais il renforçait ce qu'elle croyait déjà. À savoir, que la décision qu'elle était sur le point de partager avec sa fille était la bonne. Et puis, demanda Margie. En rentrant à l'appartement de Kurt, je suis entré avec un sourire éclatant et j'ai déclaré, me voilà. Répondit-elle. Nous étions tous les deux extrêmement satisfaits. J'étais libéré et en compagnie d'un homme que je croyais adorer. Il s'est avéré que je l'aimais vraiment de tout mon cœur. Le lendemain, nous avons emballé ses affaires. Il possédait peu de choses. Nous avons acheté quelques articles pour moi, puis nous sommes allés à l'aéroport et avons embarqué à bord de l'avion de sa société. J'ai rencontré son supérieur, qui s'est avéré être très affable. Ensuite, nous avons décollé. Que s'est-il passé ensuite, demanda Margie. Elle voulait toujours savoir. Je préférerais ne pas en parler, maman, affirma Marie avec un avertissement clair dans sa voix. Je m'en fiche, rétorqua Margie, sur le même ton défiant que sa fille. Je veux savoir. Nous avons eu l'enfant. Bien, lança Marie sèchement. Puis nous nous sommes mariés. Nous étions heureux. C'est suffisant pour toi? Non, ça ne l'est pas, répondit Margie. Je veux des réponses, maman. Marie soupira. Peut-être plus tard, d'accord? Il n'y aura probablement pas de plus tard, pensa Margie. Tu me dois une explication, Marie-Margaret, déclara Margie avec fermeté. Je comprends, maman, concéda Marie. Je comprends. Mais pas tout de suite, d'accord? Margie serra les dents. Puis elle se rappela d'autres questions. Dis-moi pourquoi tu es allé au mariage de Kimi après avoir promis que tu n'irais pas. J'étais submergé d'émotions. Quand tu as raconté tout ce que j'avais imaginé qui arriverait à mes filles, j'ai réalisé que j'avais abandonné quelque chose de vraiment précieux. Maman, crois-moi, je l'ai regretté. C'est ce sentiment que j'ai regretté chaque jour. Et je n'avais personne à qui me confier pendant toutes ces années, tous ces moments perdus. La voix de Marie vacilla en continuant. Tu les as abandonnés, pensa Margie. Après ça, tu ne devrais pas être surprise. Pourtant, quand tu as tout raconté, ça m'a frappé de plein fouet, continua Marie plus ouvertement. Tout ce que j'ai manqué. Tout ce qui s'est passé. Je sais que je suis parti. Mais elles me manquaient, maman. Mes petites filles me manquent. Maintenant, Margie tremblait plus intensément. J'ai décidé qu'il était nécessaire d'y aller. Comment es-tu entré? Demanda Margie. J'ai utilisé ton nom. Tu as fait quoi? J'ai réussi à précéder Kurt, qui s'est invité à l'enregistrement pendant qu'il garait sa voiture. Marie avoua, coupable. Je n'avais pas ton invitation, mais j'ai convaincu le personnel à l'accueil que j'étais toi, Marie, gronda Margie, tremblant de la tête aux pieds. Je sais, maman. Je suis vraiment désolé. Margie tenta de se calmer, émotionnellement et physiquement. Si l'infirmier la voyait trembler à travers la cour. Pourquoi? Pourquoi as-tu emmené Kurt? Demanda Margie, ajustant le téléphone pour que sa respiration ne perturbe pas la conversation. Elle croyait fermement que les parents devaient faire preuve de maîtrise devant leurs enfants et elle trouvait que Marie agissait avec une extrême immaturité. Je ne savais pas que Kurt reviendrait avant le dernier jour. Je lui ai dit que j'allais assister au mariage d'une amie pendant qu'il serait à l'étranger, mais il a terminé ses tâches plus tôt que prévu. Il a exprimé le désir de m'accompagner parce qu'il voulait partager une expérience ensemble, remarqua Marie d'un ton mesuré. C'était typique de Kurt.
Il recherchait constamment ma compagnie. Margie remarqua une fois de plus l'utilisation du passé par Marie avec des mots comme était et voulait. Je ne pouvais tout simplement pas refuser. C'est dans la nature de Kurt. Au début, je n'avais prévu de rester que sur le parking. Mais avec Kurt, j'ai été obligé d'entrer. Sinon, il m'aurait inondé de questions, et j'ai remarqué la grande foule qui s'y était rassemblée. Kimi a réuni un si large cercle d'amis, maman. Elle est devenue une femme si magnifique. Michael et moi avons fait un travail admirable, commenta Margie, sa voix teintée d'un léger sous-entendu. Absolument, vous avez raison, acquiesça Marie avec une note de regret. Je suis contente de l'entendre. Qu'est-ce que j'entends dire à propos de toi portant du blanc, demanda Margie, même si c'était un problème mineur par rapport à la tromperie plus importante. Trop de gens avaient posé des questions sur la tenue de Kimi, mais personne n'avait pu donner de précision. Ce n'était pas blanc, affirma Marie. C'était juste une veste en coton beige clair associée à une jupe assortie. Je l'ai portée avec un chemisier blanc. Il paraissait blanc seulement sous la lumière du soleil. À Margie, il lui semblait tout à fait blanc, en effet. Tu ne devrais pas porter de blanc au mariage de quelqu'un d'autre, Marie. Tu le sais très bien, maman. Il n'était pas blanc. Pour les femmes américaines, ce que je portais serait tout à fait acceptable au Moyen-Orient. Le tremblement n'avait pas cessé. Margie serrait le téléphone contre sa joue. Heureusement que Junior ne t'a pas vu, remarqua Margie. Pourquoi? Cette fille. La première fille à qui tu as donné ton propre nom. Margie s'efforçait de garder son calme. Son autre main tremblait sur son genou. Elle nourrit une immense colère envers toi. Son père ne freine pas son ressentiment. Marie resta silencieuse. Le silence offrit à Margie un bref répit pour se composer. Elle posa sa main gauche sur son genou, tentant de calmer le tremblement. Kimi progresse, mais elle ne te comprend pas, observa Margie après une pause. Elle n'est pas la seule. Kimi pose des questions. Junior n'en pose pas. Michael non plus. La personne à l'autre bout du fil ne dit rien. Marie, je crois que tu devrais rester loin d'eux, déclara Margie résolument. Maman, j'ai besoin d'eux maintenant que je les ai rencontrés. Je suppose, la voix de Marie vacilla. Espèce d'adultère ignorante, gronda Margie. N'ose pas faire de mal à mes petites filles. Marie n'avait rien à répondre. Margie crut percevoir un faible sanglot, mais c'était difficile à dire. Ses oreilles bourdonnaient bruyamment. Tu as déjà fait tellement de mal à ces filles. Tout ça parce que tu es une adultère si égoïste. Je suis désolé, maman. La voix de Marie était lointaine et très douce. Non, grogna Margie, fermant les yeux pour se concentrer. Tu n'as pas le droit de répéter ça. Tu as pris une décision d'adulte. Tu n'as pas le droit d'agir comme une enfant, même si c'est précisément ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas pourquoi Margie hésita. Des couleurs tourbillonnaient derrière ses paupières closes. Je ne sais pas ce que ton père et moi avons fait de mal pour que tu en sois là. Et pourtant, tu m'as laissé croire que tu étais morte pendant 8 ans. Ton père est décédé en croyant ça. Comment as-tu pu? La ligne resta silencieuse. Le son métallique dans les oreilles de Margie devint plus fort, éclipsant tous les autres bruits. Tu nous as tous blessés. Margie aurait voulu crier, mais elle avait l'impression de manquer de souffle. Nous t'aimions tous. Les filles t'adoraient. Michael t'aimait. Et toi, tu t'es enfui comme si c'était un conte de fées sans importance. Comment as-tu pu nous faire ça? Je suis désolé. Margie finit par entendre. Elle s'affaissa sur la chaise, s'efforçant de stabiliser sa respiration et de calmer ses tremblements. Elle saisit son poignet gauche avec sa main droite, tentant de se calmer. J'aurais dû leur révéler la vérité la première fois que tu as repris contact, avoua Margie à sa fille. Je savais que c'était mal à l'époque, et c'est encore plus mal maintenant. J'ai trompé ces filles et Michael en leur cachant des informations. J'ai maintenu ce mensonge pendant près de 3 ans. J'étais simplement reconnaissante que tu sois revenu. Mais maintenant, avec une meilleure compréhension, consciente de tes actions, Marie-Margaret, tu aurais dû rester loin. Pourquoi Margie était-elle si agitée? C'était une belle journée, bien que pas très chaude. Mère, je ne pouvais pas, répondit Marie, la voix tremblante, et Margie sentait qu'elle pleurait. Tu m'as terriblement manqué. Je voulais te présenter à ma famille.
J'avais envie de partager des aspects de ma vie avec toi. Tu devais comprendre. Et je suis accablé par la culpabilité de mes actes. Margie expira doucement. C'est exactement le raisonnement que Marie utiliserait. Margie restait perplexe quant à la provenance d'un tel raisonnement chez sa fille. Je comprends, Marie, parla doucement Margie. Pourtant, tout ce que tu as réussi à faire, c'est empiler un secret sur l'autre jusqu'à ce que tout s'effondre, me traînant dans ton chaos. Mère, j'ai besoin de ton aide, sanglota Marie. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Se demanda Margie intérieurement. La tubulure de la perfusion tremblait tandis que son corps frissonnait, et le port à son flanc palpitait douloureusement. Margie attendit que sa fille lui explique ce dont elle avait besoin. Kurt et moi. Je dois quitter la maison la semaine prochaine, commença Marie, ses sanglots redoublant. J'ai besoin d'un endroit où vivre. Kurt a bloqué tous les avoirs, et je n'aurai pas accès à des fonds tant que le divorce ne sera pas prononcé. Margie discerna immédiatement la direction que prenait cette conversation. Tu veux emménager dans cette maison, demanda Margie, en parlant de la maison qu'elle avait partagée avec son défunt mari jusqu'à ce qu'elle devienne sa demeure solitaire, avant son déménagement dans le service de soins palliatifs. S'il te plaît? Implora Marie. Et qu'en est-il de la petite Marie? Rétorqua Margie. Son esprit se détacha brièvement du tremblement, de la douleur et du chagrin. Bien que non totalement effacés, ses sentiments s'estompèrent momentanément. Quelle que soit sa frustration envers Marie, Margie surveillait toujours de près sa troisième petite fille. Surtout compte tenu du manque apparent de diligence de Marie à cet égard. Elle n'est pas avec moi. Le ton de Marie était saturé de désespoir, encore plus abattu qu'avant. Kurt s'efforce d'obtenir la garde exclusive lors de la procédure de divorce, si possible. Il craint que Michael ne revendique quelque chose. Margie était incertaine de l'issue, mais peut-être que ce serait pour le mieux. Peut-être que Marie n'était pas faite pour être proche d'aucun de ses enfants. Elle va forcément faire face à d'immenses défis, maman, continua Marie. Elle a besoin de moi. Elle ne comprend que des bribes de ce qui se passe, comme l'autre Marie que nous connaissons, critiqua Margie. Oh mon Dieu, mère. Margie n'eut besoin que d'un instant pour prendre sa décision. Si la petite Marie restait avec son père et non avec Marie, le choix était déjà fait. Marie-Margaret, tu n'as aucun droit de t'installer dans ma maison, hurla Margie au téléphone, rassemblant suffisamment de force pour le tenir contre ses lèvres. Tu comprends? Non, mère. Je tiens à ce que tu saches qu'aujourd'hui, j'ai rédigé un Nouveau Testament, murmura Margie, baissant le ton. Les bourdonnements dans ses oreilles détournèrent momentanément son attention. Tout échappait à son contrôle. Je lègue la maison à Junior. Elle commencera l'université l'année prochaine non loin de cette propriété, où elle pourra vivre. Et si ce n'est pas le cas, elle est libre d'en faire ce qu'elle veut. Les sanglots à l'autre bout du fil étaient presque étouffés par le bruit dans les oreilles de Margie, qui ressemblait maintenant à une eau tumultueuse. Une part importante de ma fortune ira à Kimi, continua Margie. Elle avait besoin d'en finir avec ça. Mais sois tranquille. Je vais verser la majeure partie de mon assurance vie dans un fonds fiduciaire pour les études de la petite Marie. Un fonds auquel tu ne pourras pas toucher. Marie essaya de reprendre son souffle, mais cela semblait hors de sa portée. Il n'y avait tout simplement pas assez d'air. Je vais tout dire à Michael et aux filles, railla Margie. Chaque détail que tu m'as confié. Je refuse d'être complice de tes mensonges plus longtemps. Ça me consume. Elle mérite d'être libérée de cette angoisse, Marie-Margaret. De l'angoisse que tu génères perpétuellement. Non. Et un dernier point. Après mon décès, j'insiste pour que les filles de Michael, assistent à mes funérailles, mettant ainsi fin à toute cette épreuve. Je veux que mes funérailles soient un rassemblement pour ceux qui comptent vraiment. Je n'attendrai personne d'autre. Selon Limbo où elles se remettent sans cesse en question, ça doit cesser. Parce que si tu oses te montrer, Marie-Margaret, alors Junior ne viendra pas. Ta fille te déteste. C'est clair. Et en ce moment, sa souffrance pèse plus lourd sur moi que la tienne. S'il te plaît, maman. Non. Si tu veux que les choses s'améliorent, ma grande, alors tu dois commencer par prendre les bonnes décisions, gronda Margie à sa fille d'un ton sec. Il n'y aura plus d'occasion. C'est la meilleure façon dont tu peux aider ta mère malade. C'est la seule chose que je désire de toi. Cependant, à ce moment-là, Margie crut entendre des pleurs venant de l'autre côté de la ligne.
Elle n'en était pas certaine, mais elle touchait presque au but. En ce moment, je n'ai aucune sympathie pour toi. Toutes les mères ressentent des sentiments de dépassement. Nous avons toutes rencontré de telles émotions, déclara Margie délibérément. Tu es la seule personne que je connaisse qui les a fuies. Résous ça. Prends tes médicaments. Grandis un peu, Marie-Margaret. Margie ouvrit les yeux et essaya de positionner le téléphone devant elle. Elle parvint à se stabiliser juste assez pour appuyer sur le bouton rouge de fin d'appel sur l'écran, et c'était fini. 10 minutes plus tard, l'infirmier tourna le coin pour retrouver Margie là où il l'avait vue pour la dernière fois. Elle était assise sur la chaise, son grand sac posé à côté d'elle. Sa tête était tombée en avant sur sa poitrine. Il s'approcha rapidement et se pencha pour évaluer ce qui se passait avec la femme fragile. On lui avait dit de ne jamais crier ou paniquer. Garder son calme en toutes circonstances. Avec de la patience, la panique pouvait compliquer les choses pour eux. Margie, demanda-t-il, s'approchant. Ma belle ? Margie ne répondit pas à Margie, interrogea-t-il une fois de plus, se penchant et posant une main sur son épaule. Hug. Margie expira en ouvrant brusquement les yeux, comme surprise. Pendant un bref instant, elle regarda autour d'elle, puis dirigea son attention vers l'infirmier. Oh, comment allez-vous, ma belle ? Demanda l'infirmier doucement. J'aurais bien besoin d'une cigarette.